Bienvenue dans Primitif Addict, le podcast où l'on parle chien, comportement et passion. Je suis Margot et avec Abdel, on vous embarque dans un monde canin rempli de découvertes et de conseils pratiques. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Primitif Addict. Donc c'est le tout premier. Moi c'est Abdel. Et moi c'est Margot. Bon, ça se voit pas comme ça, mais on en est à la 50e prise. Au moins. Donc, Minimum. Et juste pour dire le titre. Ouais, juste pour dire. Juste pour dire le titre. Et pour annoncer que c'est le premier épisode, genre Bon. tout le monde le sait. En tout cas, bienvenue. Donc c'est comprendre les chiens primitifs, le titre du coup. Et puis le but aussi de ce podcast, ça va être de donner notre avis sur comment avoir la meilleure relation possible avec son primitif, parce que c'est souvent un peu difficile. Donc on va essayer de voir d'où viennent ces chiens-là. Ouais. Parce que je pense que ça va expliquer beaucoup de choses sur leur comportement. On va essayer de voir aussi, on va voir d'ailleurs, on va voir, mais qu'est-ce qui les rend si complexes et pourquoi? Parce qu'on entend partout dire que c'est un chien primitif, c'est compliqué, etc. On va voir pourquoi et comment, de quelle façon. Quels sont les principaux problèmes en comportement? Parce que j'ai entendu une vidéo il n'y a pas très longtemps en disant oui, ces chiens-là n'ont aucun problème. Bon, On entend tout, on entend tout et son contraire. Ouais, exactement. Et qu'est-ce qui est prioritaire à travailler et surtout comment les motiver, parce que je pense que quand on a un Shiba Inu par exemple, on comprend que parfois ça peut être compliqué de les motiver à faire quelque chose, surtout quand ils n'ont pas envie de le faire. Ouais. Donc voilà, en gros on va essayer de voir un peu tout ça, on va voir aussi un peu la santé, etc. Mais principalement ça va être ça. Ok, super. Voilà. Dans ce podcast, de façon générale, que ce soit pour ce premier épisode ou pour les autres, on va essayer de faire un peu une sorte de discussion entre Abdel et moi. Ouais. En sachant qu'on a fait des vidéos YouTube depuis un petit moment où il n'y avait que moi qui parlais, et puis une vidéo YouTube c'est plus entre guillemets académique, quoi. On expose quelque chose avec des points. Ouais. Là on voudrait que ce soit un peu plus chill. Ouais, un peu plus chill. Genre en gros vous êtes à table avec nous et on discute. Ouais. Des fois Abdel et moi aussi on n'est pas d'accord, donc ça peut être cool aussi. Ouais. Voilà, donc on va essayer de structurer quand même un minimum l'épisode, mais ça va être beaucoup de discussions. Ouais, c'est ça. On a des points principaux pour éviter de partir en vrille, parce que Margot et moi, on part souvent en vrille. Après, ça peut durer tellement longtemps. Mais le but, c'est ça, c'est d'avoir quelques points. Et à partir de ces points-là, c'est un peu une colonne vertébrale du podcast. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Donc du coup, on va parler, comme je vous ai dit en tout premier, sur comprendre les chiens primitifs. Donc on va parler forcément des origines et des caractéristiques. Alors le but, c'est pas que ce soit académique, on va pas reprendre la liste du groupe 5, surtout qu'en plus, il y a eu des polémiques en disant « Ah, mais le Shiba Inu, par exemple, c'est pas un chien primitif parce que c'est dans les Spitz, etc. » Bon, soyons clairs, c'est dit comme chien primitif, donc on va parler du groupe 5 en général, et des caractéristiques générales qui en font des chiens primitifs. Du coup, c'est quoi pour toi un chien primitif de façon générale, un peu de façon globale? Disons que ce qu'on peut voir, c'est que quand même ça vient de plein d'endroits différents. Parce que finalement, on ne peut pas dire « Ah, c'est des Nordiques, c'est des chiens primitifs, et puis c'est tout ». Non, il y en a aussi qui viennent d'Afrique, comme le Basenji par exemple. Donc, c'est des chiens qui viennent un peu de partout, il n'y a pas de sélection là-dessus. Mais ce qu'on peut dire comme caractéristique générale, c'est qu'ils sont quasiment tous de type lupoïde. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils ressemblent un peu à des loups. Pas tous, mais une grande partie. Ouais, souvent ce qu'on va dire, c'est qu'ils ont une tête assez triangulaire, des oreilles bien droites, des babines bien serrées, des yeux qui tombent pas un peu comme... Puis une tête un peu pyramidale, ça fait pas une tête aplatie par exemple. C'est ça. Donc c'est un peu ce type loup qu'on va retrouver dans quasiment tous les primitifs. Moi, je pense ce qu'on appelle lupoïde. C'est pas, c'est une catégorie... Ce qui les différencie le plus des autres chiens, c'est qu'ils ont été moins sélectionnés que les autres et qui, du coup, selon ma vision, c'est qu'ils gardent plus d'instinct primaire, c'est-à-dire qu'ils sont plus, pour moi, orientés environnement que orientés maître. Quand tu prends c'est vraiment ce qui les caractérise, c'est leur instinct. Ce qui est à la base, finalement, de beaucoup de problèmes, de ce que nous, humains, appelons problème, et qui, pour eux, a été le salut de leur survie en milieu naturel. Mais c'est vraiment ce qui les caractérise. Et d'ailleurs, on peut voir qu'ils ont plein d'utilités différentes dans la nature. Donc, je veux dire, un Shiba, ça va pas tirer de traîneau. Pourtant, le Husky va tirer un traîneau. Le Basenji va chasser en Afrique. C'est plus, ce qui caractérise un chien primitif, c'est son adaptabilité, son adaptation à son environnement naturel. Ouais. Et en fait, c'est surtout ça qui a fait que c'est des chiens qui ont gardé, du coup, des instincts forcément forts. Parce que s'ils sont adaptés dans leur niche écologique,
c'est que forcément ils ont des instincts de survie et donc des instincts qui sont moins adaptés à notre vie à nous. Ce qui arrive aussi souvent, enfin ce qu'on peut voir aussi souvent, c'est que ils sont souvent dans des climats qui sont vraiment assez extrêmes, Oui. notamment le Grand Nord, Oui. les climats arides. Oui. C'est souvent des climats qui ne sont pas vraiment évidents. C'est aussi pour ça qu'ils sont robustes et forts, parce que ils sont adaptés spécifiquement à leur environnement. Ils sont faits pour ça. En fait, en gros, on peut dire que, et ça c'est vraiment important, parce que quand on a créé, en gros, on a créé une formation qu'on a d'ailleurs d'abord donnée au Québec, chez notre amie Simone, si elle nous regarde et si elle nous écoute, du coup sur les chiens primitifs, parce que c'était un petit peu aussi notre spécialité, qui s'est faite en fait pas du tout à la base volontairement. Bien sûr, on l'appelait Primitif Addict parce que en fait, il fallait trouver un nom de blog et qu'on aimait bien les primitifs, on était un peu à fond dedans et on trouvait le côté apprivoiser son chien, que c'était un peu ce qui nous différenciait de juste l'éducation et l'éduquer. Bon, voilà, c'était un peu ça à la base, le côté apprivoiser, et puis primitif addict, ça te semblait logique. Oui, et surtout pour moi, le mot apprivoiser, quand tu éduques, c'est que dans un seul sens. C'est-à-dire que tu dis à ton chien quoi faire, c'est un peu comme dresser, tu es le maître, il y a un côté académique. Alors que quand tu dis apprivoiser, il y a un échange. Oui, et puis il y a une part d'égalité un peu. Tu vois ce que je veux dire, tu es un peu au même plan que ton chien. Dans dans la relation, je parle. Mais je trouve surtout que ça met une notion de lien qu'il n'y a pas trop dans l'éducation, dans le sens où, l'éducation, par exemple, on va à l'école, il y a une maîtresse, elle nous apprend quelque chose, voilà, A plus B égale C, peu importe. Il n'y a pas de relation qui se crée réellement, il y a forcément une relation, mais quand on parle d'apprivoiser, on comprend tout de suite, je trouve, le côté affectif du lien qu'on va créer avec l'animal avec qui on doit échanger et qu'on va construire. Donc c'était ça, en sachant qu'en plus, les primitifs, alors nous vous aurez compris, je pense qu'on est plus calé dans les chiens primitifs japonais parce qu'on a des Shiba, qu'on connaît bien les Akita, etc. Mais malgré tout... on en a beaucoup des chiens primitifs. On en a beaucoup des chiens primitifs en éducation. Des Basenji, Exactement, on a beaucoup de Nordiques, beaucoup de Basenji aussi. Et c'est vrai qu'on a souvent aussi les chiens, puis on le verra après sur le côté plus éducation, mais les chiens que les éducateurs ne veulent pas. Donc c'est aussi comme ça que ça s'est construit un peu. Mais du coup, en recherchant pour cette fameuse formation, on va essayer à chaque fois de tenir notre fil, c'est que j'ai découvert aussi d'où venaient ces chiens primitifs, parce que pourquoi un caniche n'est pas un chien primitif? En fait, à la base, ça l'était, évidemment, parce que finalement, ça s'appelle les land races, donc les races géographiques. Comme on le dit depuis le début du podcast, c'est que c'est des chiens qui sont adaptés à leur environnement géographique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les primitifs, ils ont été apprivoisés il y a moins longtemps, depuis moins longtemps, ce qui fait qu'ils ont gardé tout ce côté instinctif de ce pourquoi ils ont été créés. Ils n'ont été pas créés par l'homme, ils ont été créés par la nature, par l'environnement. Et c'est ça toute la différence. Mais forcément, chaque race de chien vient d'un endroit géographique. Oui, et puis tu sais, il y a aussi le fait que dans les pays pas occidentaux, la relation avec le chien, elle est assez différente. C'est un peu comme, tu sais, nous, on va sortir notre petit chien, après on rentre dans notre petit appartement, on fait notre truc. Il suffit d'aller dans les pays du Sud ou en Asie ou dans les pays du Grand Nord, c'est plus des chiens de village. C'est-à-dire que c'est le chien qui vadrouille, qui fait sa vie. Et puis le soir, il rentre une fois qu'il a fini de vadrouiller. Il aura décidé finalement. Ouais, c'est ça, où il peut dormir dans une maison à côté ou genre de choses. Et il a un maître officiel, il a un propriétaire officiel, mais la plupart du temps... Et puis, même pas forcément. Par exemple, je sais pas si tu te souviens quand tu étais au Maroc, le rapport au chien là-bas est un peu différent par rapport à l'Asie. On va pas mentir que c'est quand même un peu différent. Mais on parlait avec ton cousin qui disait que en fait, ce chien-là, c'est pas son chien, c'est juste que il venait tout le temps, que finalement, il a fini par dormir dans la cour. Et que du coup, par exemple, ils vont... Exactement ce qui s'est passé vraiment il y a très longtemps, ils lui donnaient des restes. Et puis du coup, il reste. Et puis forcément, il défend un peu cet endroit qui est un peu le sien. Et puis finalement, ça se fait un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment propriétaire d'un chien. C'est juste une sorte de symbiose qui se fait ou qui ne se fait pas. Je pense qu'on est moins propriétaire, dans le sens où c'est ton chien, mais c'est pas le même sens de propriété que en ici. Asie, ça se voit vraiment, d'ailleurs très bien. Et en Inde aussi d'ailleurs. Donc les in-dogs ou les chiens parias. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est de se dire que comme ils ont été sélectionnés il y a moins longtemps, et pendant moins longtemps, on le voit, parce qu'on parle beaucoup d'hypertypes aussi,
Par exemple, les bulldogs, Est-ce on que peut tu peux en parler. nous expliquer un peu l'hypertype? L'hypertype, c'est-à-dire que c'est sélectionner un trait physique à outrance. Ok. Je dis n'importe quoi, enfin n'importe quoi, pas vraiment d'ailleurs, mais par exemple, on va sélectionner un nez écrasé. Et le problème, c'est qu'on va sélectionner un nez tellement écrasé qu'au bout d'un moment, le chien ne va plus pouvoir respirer. Ouais, Ça va faire des problèmes sur le voile du palais et ça va faire énormément d'autres soucis de santé et des soucis de communication. Ça, on le verra aussi un petit peu. ouais, Mais c'est le fait de faire beaucoup trop. Et c'est d'ailleurs très intéressant puisque dans les chiens primitifs et dans les chiens sauvages, parce que là, on a parlé des chiens primitifs et des landrace, des chiens géographiques, mais il y a aussi des chiens sauvages. C'est-à-dire qu'en Asie, justement, ou en Inde, ou au Maroc d'ailleurs, il y a beaucoup de chiens sauvages. C'est-à-dire qu'ils n'appartiennent à personne, ils vivent à l'état sauvage, ils ne sont pas du tout domestiqués, ils ne sont pas apprivoisés. Ils ont tous des physiques différents, mais pas si différents. C'est-à-dire différents par rapport à quand on va en exposition canine, tous les caniches ont la même tête, tous les Shiba ont la même tête, etc. etc. Ouais, c'est assez stéréotypé. C'est très vraiment, stéréotypé. Et du coup, avec même des hypertypes. Alors que quand on voit les chiens sauvages, par exemple, les chiens sauvages, ils sont très différents, mais finalement assez semblables parce que, je sais pas, si la taille la plus adaptée, c'est 40 cm, ils vont tous faire à peu près 40 pour la cm, survie, etc. il y a une moyenne qui se crée. Ça s'est fait automatiquement. Ouais, en fonction du lieu géographique, parce que ça peut être assez différent. Si par exemple, je sais pas, tu es au Maroc, peut-être que chez tous les chiens sauvages, ça va être des poils courts et oreilles un peu retombantes ou une longue queue, alors que tu vas être plutôt dans un pays, je sais pas moi, en Laponie, tous les chiens sauvages ou en Russie, tu vois, là-bas, les poils vont être un peu plus grands et tout. Ça reste des chiens sauvages qui s'adaptent vraiment fortement à leur environnement. Et, alors maintenant, il n'y a que un seul type de chien sauvage qui a été découvert, qui a été redécouvert, retrouvé il n'y a pas très longtemps, le chien sauvage de Nouvelle-Guinée. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, ce que les scientifiques disaient, c'était que c'était sûrement la seule espèce de chien au monde qui n'avait pas du tout été modifié par l'homme. Parce que malgré tout, tous ces chiens au Maroc, en Asie, en Inde, ils ont forcément été à un moment donné parce qu'il y a eu aussi, et on l'a vu, un chien exactement, qui redevient sauvage, entre guillemets, qui retourne à l'état sauvage. Et, qui se reproduit, etc. Qui se reproduit, et puis, oui, effectivement. Sauf que, par exemple, en Laponie, typiquement, si, on va dire que j'ai quelque chose contre les bulldogs, pas du tout, mais si jamais quelqu'un abandonne son bulldog en Laponie, il va pas vivre longtemps. Potentiellement, je pense pas qu'il aura beaucoup de descendants. Parce que je pense qu'il vivra pas assez longtemps. Il aura moins de chance. Mais donc, c'est pour dire juste que finalement, ces chiens sauvages, ils sont influencés par l'homme, oui, mais dans une moindre mesure quand même. Donc, ça reste quand même des chiens sauvages. Et les primitifs sont aujourd'hui classés à la FCI. On en a chez nous. Donc, c'est pas non plus des chiens sauvages. Faut pas non plus... non, clairement pas. Voilà, c'est pas des loups, c'est pas des chiens sauvages, c'est pas des races géographiques, ça reste des races de chiens. Domestiqués, domestiques, juste un petit peu différentes. Donc, on va voir aussi ce qu'il est... Ils sont plus proches, quoi. Je veux dire, c'est juste oui, et d'ailleurs, génétiquement, ils sont plus proches du loup. Puisqu'on parle du loup... On en voit la queue, non, je rigole. Pardon. Je voudrais aussi parler du chien loup. On va pas s'attarder dessus, mais c'est pas du tout un chien primitif, c'est classé chez les bergers pour deux raisons principales. Parce que c'est croisé avec un berger allemand, donc potentiellement c'est chez les bergers. Aux États-Unis, c'est plus croisé avec les nordiques, donc ce serait un petit peu différent. Et d'ailleurs, ils ont ni le même physique ni le même tempérament. Et deuxièmement, parce qu'ils ont été croisés, oui, avec un loup, mais ils ne sont pas ni sauvages, ni race géographique. Ils n'ont pas été façonnés par leur environnement, ils ont été façonnés par l'homme, qui l'ont, oui, créé avec un loup, mais qui finalement a créé une race à part entière. Donc ça n'a pas été créé par l'environnement. Sinon, il n'aurait sûrement pas survécu. Pourquoi ? Parce que après, je vais m'attirer des foudres encore, mais c'est que pour moi, en tout cas, le chien loup, c'est un chien qui est un peu coincé entre deux mondes. Le loup a peur de l'homme, le chien de berger adore l'homme, et puis on a mixé les deux. Et du coup, ça donne des trucs pas mal. Il y a des chiens loups tchèques ou sarlos qui arrivent à s'en sortir. Mais il y en a. Largement, mais il y en a, c'est difficile. Il y en a, c'est difficile. Il y en a, ils peuvent sauter du deuxième étage quand le frère du propriétaire arrive dans la maison, alors qu'il le voit depuis 2 ans, tu vois. Donc, c'est assez particulier. Et c'est pas un chien primitif parce que ça n'a pas la définition de ce
de ce qu'est un chien primitif, outre le fait que ce soit pas classé dedans de toute façon. C'est ça. Et puis moi, ce qui caractérise aussi pour moi les chiens primitifs, c'est qu'ils sont ultra adaptés à la survie. C'est-à-dire qu'ils ont une petite taille, la plupart d'entre eux, hein, ils sont pas trop gros, du coup ils arrivent à, je sais pas moi, tu les poses en forêt. Il y avait un reportage, je sais pas si tu te souviens. Ouais, c'est ça, et tu les lâches, et puis ils arrivent à fournir suffisamment d'efforts pour pouvoir attraper une proie, pour avoir de la protéine. Si tu es trop grand et que tu n'arrives pas à attraper des proies et que tu n'as pas, je sais pas moi, le lapin, et du coup tu n'as pas ta dose de protéines suffisante pour pouvoir survivre, ça va être difficile si tu n'es pas assez agile parce que tu es trop pâteau, comme certains chiens, ou alors si tu es trop petit et que du coup tu n'arrives pas à attraper suffisamment de proies nécessaires, comme je sais pas moi, un carlin par exemple. Ben, je suis désolé, mais ces chiens-là, ils courent 100 mètres ou 150 mètres. Ouais. C'est dur pour eux quand même de choper un lapin. Moi, j'ai une petite anecdote avec Akiko, je ne sais pas si tu te souviens, parce que moi, ça m'avait vraiment traumatisée et choquée, entre guillemets. C'est que, et je la raconte tout le temps parce que j'étais vraiment sur les fesses, c'est qu'elle adorait quand elle était jeune faire courir les chiens derrière elle. Donc évidemment, elle lance n'importe quel chien. Bon, un jour, elle a lancé un lévrier, elle a fait 3 enjambées, elle s'est dit, bon, allez, c'est pas la peine. Ouais. Et puis, elle a lancé un carlin, elle était hyper contente. Et puis, elle était quoi, à 50% de sa vitesse. Et puis là, la propriétaire me dit, oh non, mon Dieu, mais il va mourir, il va mourir. Je me dis, ben, ça va. Ils ont fait, je sais pas, 100 mètres, quoi. Voilà. Et effectivement, le chien n'a pas pu revenir. C'est-à-dire qu'Akiko est revenu, il était trop fatigué, il était à bout de souffle, mais vraiment bout de souffle. Et il aurait pu faire un malaise. Et je me dis, mince, il a couru 100 mètres, quoi. Et je crois que ça va être interdit, là où c'est déjà c'est déjà en train d'être régulé parce qu'il y a trop d'abus. Les chiens, par exemple, les Poméraniennes qui font des malaises en expo, parce qu'en fait, le sous-poil a tellement été, on parlait d'hypertype, a tellement été reproduit comme étant de plus en plus, au bout d'un moment, il s'étouffe là-dessous. Ouais. C'est comme le mouton là, qui avait été abandonné, tu sais. Et puis il allait mourir, voilà. Donc, je vous laisserai chercher sur Google, mais peut-être on pourra mettre une petite image, ça pourrait être sympa. Parce que oui, ce podcast, du coup, est filmé. Pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes d'écoute classiques, il est aussi filmé, il sera sur YouTube et puis sur Spotify. Je crois que maintenant, ils peuvent mettre les vidéos, on verra. Mais on mettra là où il faut. On essaiera de mettre des petites photos, des petites vidéos. En tout cas, je pense que voilà, ce qu'on peut dire comme caractéristique principale, c'est adapté à la survie, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de nous, puisqu'ils savent s'en sortir tout seuls. Ouais. Ça, c'est un des gros problèmes finalement, pour nous humains. Et puis qu'ils sont très dépendants de leur instinct. Je pense que c'est vraiment ça qui les différencie un peu des autres races. Parce que quand on sont assez tournés vers l'environnement. Voilà, et c'est que quand on voit un berger qui est tourné vers l'homme, oui, les primitifs sont souvent... Et encore que, d'un niveau, je parle juste pour le Shiba, mais tu vois, les Shiba d'il y a 10 ans, c'est encore vraiment différent des Shiba d'aujourd'hui parce qu'on a, les éleveurs ont quand même beaucoup travaillé sur le fait de socialiser. De les rendre, en fait, ce que je trouve, et puis on en avait déjà discuté avec une éleveuse de Shiba et d'Akita et de Husky, elle faisait les 3, à l'époque, il y a longtemps, qui me disait, et je comprends, quand on élève une race, il faut garder l'esprit de cette race. L'esprit de cette race, c'est aussi que un Shiba ou un Akita, c'est pas très friendly avec l'humain, ça peut être peut-être un peu peureux, c'est assez agressif avec ses congénères, etc. Oui, maintenant, c'est quand même des chiens qui vivent dans des environnements humains, donc il faut quand même qu'ils soient adaptés à leur environnement, et aujourd'hui, leur environnement, c'est principalement les villes, par exemple, pour beaucoup de chiens. C'est comme si on sélectionnait un husky et qui ne peut pas tirer de traîneau. C'est pas trop logique. Donc il faut garder cet esprit-là du chien qu'on élève. Par exemple, moi, en tant que petite éleveuse de Shiba Inu, il faut quand même garder un minimum de cette culture de ce chien et de cette race géographique qu'on a élevée. Mais oui, évidemment, il faut modifier dans le bon sens. Après, ce qui les rend aussi très différents des autres races, je trouve, c'est le côté où rien n'est acquis. Ça, on va le voir au niveau éducation. Oui, je pense qu'on va en reparler. Mais c'est un trait qui, finalement, est aussi très dépendant du côté instinct. Tiens, du coup, en parlant d'éducation, est-ce que tu pourrais nous dire un peu quels sont, toi, les problèmes que tu rencontres le plus au niveau de l'éducation? Quels sont les problèmes que les chiens primitifs ont tendance à avoir plus que les autres chiens? Alors, je mets des...
Ça veut pas dire que chaque primitif Voilà, aura tous les problèmes. voilà, hein, on s'entend alors bien. je vais mettre des warnings déjà sur le fait que bah oui, les primitifs c'est quand même un groupe qui est grand. Il y a des Podenco et il y a des Malamutes, donc à un moment donné, oui, c'est des chiens quand même très différents. Mais la plupart du temps, on retrouve quand même des tendances comportementales. Et je préfère faire un petit aparté sur les tendances comportementales de chaque race, parce qu'il y a une mode qui dit que bah non, chaque race est différente, chaque individu est différent, et que finalement, bah oui, un Labrador peut avoir le même comportement qu'un Podenco. Tout à fait, il y a des individus qui peuvent se ressembler en tout point, mais les tendances de race, c'est aussi que, comme on sélectionne une race, forcément, à un moment donné, ça donne des tendances, que ce soit physiques ou comportementales. C'est comme si on disait que, ah bah non, mais tous les chiens se ressemblent. Bah non, désolé, un caniche, ça ressemble pas, je sais pas moi, un flat coat. Non, mais voilà. Enfin, ça, on est d'accord. Donc voilà, je voudrais déjà dire ça. Ensuite, maintenant, quand on parle des problèmes, c'est ceux que nous, on a beaucoup rencontrés, c'est surtout la peur. Faut savoir aussi que nous, on est quand même dans un environnement urbain. Donc, on travaille principalement à Paris. Ouais. Donc, forcément, ce problème-là, il est, je pense, exacerbé. Donc, que ce soit un problème de peur de l'environnement. Et là, pour le coup, ça ne change rien avec la campagne, mais aussi de peur des inconnus, des choses étrangères. Donc, que ce soit les gens étrangers ou que ce soit les choses étrangères à l'environnement habituel. Un vélo dans un appartement, ça peut créer un problème. Je veux dire, c'est pas courant. Par exemple, on envoie des vidéos sur YouTube et ça nous est déjà arrivé. Dès qu'ils ont l'habitude, comme d'un espèce de statu quo, et qu'il y a un changement. Quelque chose qui perturbe la routine. Ouais, ça peut être ça. Donc, une canette posée sur une table basse, d'un coup, le chien va aboyer. C'est très courant. Et c'est normal parce que finalement, dans la survie, tout ce qui est différent de d'habitude doit être notifié. Donc, doit être inquiétant. Parce que si jamais ils y allaient les yeux fermés, potentiellement, ils pourraient mourir ou je ne sais quoi. Il y en a qui sont beaucoup plus... Enfin, moi j'en vois beaucoup aussi en rendez-vous, des chiens qui ont peur de l'environnement. Il y a beaucoup de gens aussi qui... Enfin, beaucoup de chiens qui n'ont pas de rappel. On dit souvent que les chiens primitifs Problème de rappel. Ont pas beaucoup de rappel. Parce que très tournés vers l'environnement. On fera probablement un épisode spécifique sur le rappel. Sur l'éducation, pour un peu traiter un peu tous les problèmes d'éducation que les chiens primitifs. Je pense que le rappel, ça serait important de faire un épisode entier parce que souvent, il y a, je trouve, une incompréhension de ce que c'est vraiment le rappel, c'est-à-dire de rappeler son chien à soi, mais souvent, on n'a pas spécialement envie de le rappeler, c'est juste qu'on n'a pas envie qu'il soit très loin. C'est déjà des choses différentes. Mais ça, on en parlera dans l'épisode spécialement pour l'éducation. Parce que là, c'est le premier épisode. On parle beaucoup de chiens primitifs, mais évidemment, on éduque tous les types de chiens. Margot dit souvent que c'est des chiens qui sont plus relous que les autres, qui peut le plus, peut le moins. Bah c'est ça. Si on sait éduquer un primitif, potentiellement, on sait éduquer n'importe quelle race. Évidemment qu'il y a des différences. Oui, c'est ça. Et puis on parlera des différentes approches éducatives pour le chien. Oui. Mais là, le but de ce podcast aussi, enfin de cet épisode, parce que du podcast, c'est justement de parler d'éducation, de parler de tout ce qui entoure le chien, quel qu'il soit. Mais cet épisode-là va être plus axé sur les primitifs, mais c'est un peu difficile de parler d'éducation là de façon générale sans rentrer. Donc on va essayer d'être concis parce qu'on va faire aussi d'autres épisodes. Donc voilà, on va pas faire 5 heures d'épisode maintenant. On vous avait prévenu qu'on partait en live facilement. On part facilement en live. Donc les problèmes d'éducation et de comportement. Donc la peur. La peur, moi voilà, je pense que ça c'est vraiment le plus gros problème, que ce soit la peur de l'environnement ou la peur des étrangers. Le rappel, vraiment. Même si on n'a pas du tout la même philosophie sur le rappel que la plupart des propriétaires de ça reste quand même un problème de chiens. C'est-à-dire que c'est pas un chien qu'on va laisser libre et puis on va se dire le jardin n'est pas clôturé, c'est pas grave. Si, c'est grave. Il y a des problèmes de prédation. Il y a beaucoup problèmes de prédation. Parce que les instincts. Parce que les instincts. Mais tu sais, pour moi, quand je fais souvent le parallèle, pour moi, c'est tous des chiens, c'est comme toutes les voitures, mais les voitures peuvent faire des choses différentes. Tu as une Ferrari, elle va aller super vite sur la route, et tu en as une qui va faire du 4x4. Et une citadine, tu vois, c'est toutes des voitures, mais genre l'usage est vraiment différent. Et là, c'est vraiment tous les chiens, tu vois, c'est différent. Non, mais je veux dire, tu vois, par exemple, comme on est aussi éleveur, on nous demande parfois un Shiba et on nous demande est-ce que ça sait rester seul. La plupart des Shiba savent très bien rester seuls parce que... Ils sont moins centrés sur l'humain. Ils sont moins centrés sur l'humain, donc forcément, il y a moins, par exemple, d'anxiété de séparation. C'est ça. Par exemple, ça, c'est
une des tendances comportementales qu'on voit peu, et on en voit de plus en plus, parce que justement, ça a commencé à changer sur la sélection plus proche de l'humain. Donc forcément, vient avec d'autres pendant d'éducation et de comportement qui peuvent être des soucis. Mais je veux dire, typiquement, le problème de l'attachement à l'humain, il est moins présent. L'agressivité congénère, c'est un peu abusé de dire tous les primitifs sont agressifs congénères. C'est pas vrai. Mais les chiens primitifs ont une tendance comportementale à aller vers l'agression, parce qu'on sait que quand le chien a un problème et se sent attaqué, il va pouvoir par exemple fuir, il va pouvoir figer, il va pouvoir attaquer, faire semblant. Malheureusement, la plupart des primitifs auront tendance à rentrer dedans. Alors, ça dépend aussi de chaque chien. Par exemple, les nordiques sont plus des chiens de meute qui peuvent vivre plus facilement en cohabitation. Les Spitz japonais, très peu. Ils sont un peu seuls dans leur montagne. Donc forcément, quand il y a un autre congénère, ça peut être compliqué. Donc oui, il y a quand même un problème d'agressivité chez beaucoup de chiens. Et puis surtout que on a parlé de la peur et de la peur des étrangers, des inconnus. La peur, malheureusement, il y a des chiens qui se tapissent dans un coin, puis il y a des chiens, comme beaucoup les Japonais par exemple, qui vont aller plutôt à la confrontation pour faire fuir. Donc c'est un problème, du coup, qu'on va mettre dans l'agressivité, même si c'est de la peur. Donc parfois, il y a aussi ce côté-là. Peur de l'environnement, rappel, agressivité, prédation. Je dirais vraiment j'aime pas trop dire ce mot-là, mais comme l'obéissance. C'est-à-dire que c'est pas pour moi, c'est une qualité, mais je comprends que ce soit un défaut, parce que dans mon métier, je trouve que c'est un défaut de parler de ce que les gens retiennent. C'est-à-dire problème de motivation, problème aussi de lien, parce que finalement, ça va avec. C'est-à-dire que le problème de ces chiens-là, c'est qu'il faut qu'ils trouvent une motivation à tout ce qu'ils font, ce qui est logique. Tout le monde il y a un épisode de Friends là-dessus, où Joey dit à Phoebe, je suis une fan de Friends, donc désolée pour ceux dont ce n'est pas la génération, mais il y a Joey qui dit à Phoebe, dans la vie, tout le monde fait tout par intérêt. Et elle trouve ça horrible et dit, mais pas du tout, je vais te prouver que ce n'est pas vrai. Et en fait, elle n'a pas réussi à le prouver. Pas parce que tout le monde est cupide et atroce et méchant, c'est juste que dans la survie de chaque individu, que ce soit les humains ou les chiens, on a besoin de faire des choses par intérêt, parce que si on faisait des choses sans intérêt, on dépenserait trop d'énergie. Totalement détaché. Et ça n'aurait pas d'intérêt et on mourrait finalement. Donc c'est juste des anciens patterns qu'on a et qui sont très présents chez les primitifs. Donc c'est pas qu'ils nous aiment pas, mais c'est qu'ils ont besoin de trouver un intérêt. Et quand on crée une relation avec son chien, primitif qui plus est, la motivation peut être largement là. Et le problème, c'est que les gens ont tendance à faire plein de choses, comme par exemple quelque chose que je vois tout le temps. Ils ont un problème de rappel. Ils vont rappeler leur chien et puis ils vont leur demander un assis. Déjà, c'est dur de revenir. C'est dur de s'asseoir sur commande dans un environnement très stimulant. Les attentes sont démesurées. Donc là, déjà, il y a deux problèmes. Et en plus, le maître, forcément, puisqu'il n'est pas écouté, va s'énerver. Donc dans la tête du chien, et c'est la plupart des chiens, mais encore plus les primitifs, va se dire, ok, lui en fait, ça c'est clair, la prochaine fois je reviens pas. La prochaine fois je vais pas m'asseoir. Et surtout en fait je vais l'ignorer. Donc on a beaucoup de problèmes de gens qui disent, oui mais il m'écoute pas, mais il en fait qu'à sa tête, il est têtu. Tout ça c'est le même problème. C'est que ça vient d'un manque de motivation et de lien avec les gens. C'est vrai que la plupart des gens, quand ils comprennent pas un peu un comportement de leur chien, vont dire aussi qu'il est têtu, il n'écoute pas. C'est ça. Le nombre de chiens qui sont têtus, je pense que 90% des gens en rendez-vous me disent « mon chien est têtu ». C'est parce que c'est des gens qui consultent parce qu'ils ne sont pas obéis. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ça. Si vous envoyez, vous, d'autres, n'hésitez pas à les mettre sous les commentaires. Comme ça, on pourra en discuter dans le prochain épisode. Oui, carrément. Tout simplement. Absolument. Je pense que j'ai essayé de faire une sorte de question-réponse. Mais je pense que ce qu'on va plutôt faire, c'est une sorte au début de chaque épisode, une sorte de petit récap de l'épisode précédent avec vos commentaires justement. C'est-à-dire, n'hésitez pas à commenter, à poser des questions, a posteriori, ça j'ai pas trop compris. T'as dit ça à tel moment, est-ce que tu pourrais développer ? Alors le but c'est pas de faire un deuxième épisode exactement le même, mais c'est que voilà, s'il y a des choses qui reviennent un peu régulièrement, on puisse répondre à certains questionnements. Je pense que ça peut être sympa d'avoir ce côté un peu interactif un peu. Donc c'est ça.
Je pense qu'au niveau comportement et éducation, tout vient du lien. Et j'aime beaucoup citer Le Petit Prince là-dessus. Oh là là, on va me trouver super vieille dans l'histoire. Mais c'est que, en fait, tout vient du lien. Et qu'à partir du moment où tu apprivoises un animal, tu en es responsable. Et à partir du moment où tu en es responsable, tu es aussi responsable de connaître ses besoins physiologiques. Donc, ce qui est le cas de... Ouais, c'est pas si évident pour tout le monde. Hein. Par exemple, des gens qui adoptent un husky, et puis ils sont dans Paris en appartement. Tu te rappelles de la dernière fois, ils avaient 3 chiens. Ils avaient un malamute, un Akita et un husky. Puis il y avait les autres aussi qui avaient il avait changé de copine, et puis il s'était mis avec une nouvelle qui avait un croisé des Antilles, je crois, ou de Roumanie, je sais plus. Et lui, il avait 2 huskies, je crois. Et puis forcément, ils ne s'entendaient pas avec l'autre. Bref, c'est des gens qui habitent dans Paris, avec des très gros chiens. C'est ok, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais il faut dépenser ton chien. À un moment donné, faut pas se dire je fais un métro boulot dodo, 10 heures d'absence et puis le chien va bien se comporter. C'est pas possible. Donc quand même, il faut, surtout quand on prend des primitifs qui n'ont pas été beaucoup sélectionnés, qui ont gardé leur instinct, qui ont gardé un peu leur comportement dû à leur sélection naturelle, faut se renseigner un minimum en fait. Non, mais c'est sûr. Quand il y a des gens qui me contactent pour avoir un Shiba et qui ne sont pas renseignés en disant c'est un chien qui supporte la solitude, qui vit bien en appartement, tout à fait. Mais il faut un minimum se renseigner sur ce que c'est, ses attentes, ses besoins, parce que sinon il y aura une erreur de casting. Et potentiellement, quand on prend un Cavalier King Charles, il y a moins d'erreurs possibles de casting que quand on prend un primitif. C'est des chiens qui sont plus difficiles que les autres, hein, clairement. C'est des chiens qui sont plus difficiles. Franchement, c'est-à-dire que si tu veux pas en apprendre plus sur l'éducation, si tu n'as pas envie de geeker un peu, c'est quoi les théories de l'apprentissage, c'est quoi les renforcements, c'est quoi ce genre de choses, c'est sûr que tu vas avoir plus de problèmes dans ton éducation. En fait. Ouais, c'est ça, tu vas avoir plus de soucis que... c'est comme... Tu sais, il y a des gens qui prennent un appareil photo où tu peux vraiment bidouiller toutes les options, aller chercher vraiment très loin, et ce genre de choses. Et puis il y en a, ils veulent un truc qui fonctionne tout le temps, et puis tu te poses pas trop de questions, et puis la photo est trop jolie, tu vois. Moi, je mets portrait sur iPhone. Et ça fonctionne. J'ai l'impression d'avoir un super appareil photo. Et voilà. Et puis, il y en a, ils veulent régler les ISO, ce genre de choses. Voilà. Donc après, je pense que aussi dans tous les primitifs, il y a des chiens plus ou moins faciles. Clairement, il y a des races qui sont beaucoup plus faciles, etc. Il faut juste que ce soit un bon casting. Je pense que vraiment, ça définit tout. À partir du moment où on est OK avec les tendances comportementales de la race, a priori, il n'y a pas de souci, quoi. Je pense qu'on pourrait aussi un peu parler du côté santé, parce que chez les chiens, ça fait aussi pas mal débat, chez Cavalier King Charles, chez les Carlins, etc. On a de la chance, la plupart des primitifs, quand je dis on a de la chance, parce que je suis petite éleveuse et propriétaire surtout, c'est des chiens qui n'ont pas besoin, c'est des chiens rustiques, puisqu'ils sont adaptés à la survie, et puis c'est des chiens qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de toilettage, de beaucoup de choses. Mais souvent... Parce que c'est des gens qui sont capables de vivre tout seuls en fait. Ben c'est ça. Et puis souvent, il n'y a pas trop de hypertypes. C'est-à-dire que quand tu as pris, je sais pas, une caractéristique, je sais pas moi, au hasard, un charpet, et que tu veux, pour qu'il soit un beau charpet, qui ait beaucoup de plis, tu as potentiellement plus de chances qu'il ait des problèmes de peau qu'un Shiba qui ressemble à un loup ou un renard, enfin ce que tu veux, mais qui a une fourrure normale. Par exemple, le Shiba, on peut dire que l'hypertype pourrait être les yeux tellement bridés, parce que on sélectionne sur le fait qu'on aime qu'ils aient les yeux bridés, puis on va sélectionner des yeux tellement bridés qu'ils vont devenir à moitié aveugles, ça n'arrive pas. Ils vont pas voir. Mais voilà, juste pour expliquer un peu que on essaye, en tout cas dans les primitifs, de garder ce côté un peu. Comment, je sais pas moi, tu veux que les yeux soient hyper tombants et que tu vois bien, et du coup tu as plus de problèmes ou le nez écrasé. Et d'ailleurs des problèmes aussi de communication canine, parce que ce qui définit aussi beaucoup les chiens primitifs, c'est leur habileté avec la communication canine et les signaux de communication. Pareil, on va faire un épisode vraiment consacré aux signaux de communication, ce que moi j'appelle signaux de communication, mais qui s'est appelé pendant très longtemps les signaux d'apaisement. C'est juste que pour moi, ils ne sont pas que d'apaisement. C'est juste un peu... c'est un petit peu réducteur. Donc nous on appelle ça plutôt signaux de communication. On fera vraiment un épisode à part entière, mais les primitifs de façon vraiment générale, sur quasiment tous les chiens primitifs, aussi différents soient-ils,
ont une habileté physique, c'est-à-dire des oreilles qui bougent dans tous les sens, qui peuvent se mettre vraiment en arrière quand ils sont pas contents ou quand ils ont peur, qui peuvent vraiment bouger de façon facilement. On voit pas bien les oreilles bouger. Bah oui, on voit un petit peu la base, mais c'est pas très très obvious quoi, exacerbé. Comme disait Abdel tout à l'heure, les babines resserrées, mais parce que quand un matin de Naples montre les dents et relève les babines, ça se relève pas non plus énormément, quoi. On voit pas grand chose, ou le bulldog qui a toujours les dents sorties, c'est comme s'il était en train de grogner tout le temps. Et puis, je sais pas, la crête sur un poméranian, tu la vois pas. On la voit pas beaucoup. Donc, ils ont tous les outils de communication nécessaires pour justement la survie, parce que pourquoi c'est important, c'est que souvent, nous, on pense que genre, les Shiba sont hyper agressifs ou que les chiens primitifs sont plus agressifs que les autres, mais souvent, quand tu es en mode survie, le premier but, c'est de ne pas avoir de blessure, en fait, de pas de te faire attaquer. En fait, c'est de faire ça c'est ritualisé. Comme prémisse à une future peut-être agression, mais les chiens primitifs, contrairement à ce que les gens peuvent croire quand on parle d'agressivité, ils n'ont pas envie de se battre. Non. Ce qu'ils ont envie, c'est de dire « là, ça me dérange ». Alors, le problème, c'est qu'ils ont une tolérance plus faible que les autres. Oui. Donc, ils sont peut-être un peu moins résilients, on en reparlera dans autre chose. Mais n'empêche que tous ces signaux sont là pour éviter une éventuelle, justement, bagarre ou blessure. Mais souvent, ils ne sont pas écoutés. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, il y a beaucoup de races qui ont perdu cette habileté-là à la communication canine et qui vont foncer quand même, un peu comme des débiles, vers un chien qui grogne et qui monte les dents. Si tu te fais remettre en place, c'est pas de la faute de celui qui a grogné. On les entend souvent, les propriétaires qui disent « Ah oui, mais moi, mon chien, il a grogné 5, 6, 20 fois et puis l'autre chien n'a pas écouté et puis du coup, c'est mon chien qui l'a plaqué, par exemple, et du coup, c'est moi qui étais en tort. » Finalement, son chien n'est pas en tort. Il faut lui apprendre à être plus tolérant, parce que sinon c'est plus difficile pour lui de vivre dans cet environnement-là, mais ce n'est pas de sa faute. Oui. C'est au chien qui n'a pas écouté les signaux qui ont été émis. Donc le problème de ça, c'est qu'il y a l'intolérance, qui est souvent assez présente, et vraiment le côté très à cheval sur ça. C'est un peu des chiens un peu toqués il faut que tout soit parfait. Ils sont pas toqués, mais ils sont moins tolérants. Ils sont moins tolérants. Et pour revenir au côté santé, un petit souci qu'il pourrait y avoir aussi, je trouve. Alors, tant mieux, ils sont quasiment jamais malades, mais la tolérance aux soins et aux vétérinaires, etc. Les manipulations, on n'en a pas parlé. Je trouve que c'est vraiment... Ah ouais. Alors, ça dépend vachement des chiens. Je trouve que, par exemple, en Akita, c'est vachement plus facile qu'en Shiba. Non, mais quand même sur des skis... Parce que, mais ça, c'est aussi une erreur ultra répandue pour les gens. Oui. Je voudrais en parler ici, vite fait. Mais les gens ont toujours des objectifs qui sont trop élevés. Genre, tu veux couper les griffes de ton chien, tu lui coupes jamais les griffes, et puis un jour, tu te réveilles et tu te dis au bout de 6 mois, « Ah, je vais te choper mon gars, je vais te faire les 20 griffes d'un coup. » Parce que pour les gens, ils disent que c'est pas grand-chose. Oui, mais le chien, la première fois, bon, il comprend pas trop ce qui lui arrive, il se fait arnaquer la première fois, la deuxième fois, il veut pas, la troisième fois, il veut pas. Oui, mais on entend qu'après, c'est des dramas. Ce que je comprends, parce qu'ils hurlent des fois juste parce qu'on leur a attrapé la patte. On n'a rien fait. Mais ils anticipent sur ce qui va se passer derrière. Je comprends. C'est un manque d'empathie, clairement. De forcer ton chien, c'est un manque d'empathie, clairement. Oui, d'ailleurs, on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux maintenant, surtout en Shiba, sur finalement qui hurlent énormément, montrent énormément les dents, attaquent à moitié, puis tout le monde rigole. Parce que finalement, il n'attaque pas réellement. Oui, il n'a pas défiguré la personne. Mais il est en détresse énorme. Et finalement, il y a aussi un gros débat. Moi, j'ai du mal avec le fait qu'on dise genre ce chien-là est un drama et tout, parce que pour moi, tu te mets pas assez à sa place. Et comme tu te mets pas assez à sa place, tu te rends pas compte de clairement. Enfin, disons que peut-être qu'il y en a qui surjouent, mais je pense que le fait de le banaliser en disant ouais, ce chien-là, c'est un drama et tout, en fait, du coup, tu as tendance à moins écouter et de tout de suite trouver cette excuse. Et du coup, tu dépasses un peu les bornes à chaque fois et ça devient malaisant pour le chien. C'est que souvent, en fait, finalement, on attend de les mettre un peu en détresse acquise. C'est-à-dire qu'on ne va pas écouter leurs signaux, puis on va se dire, au bout d'un moment, de toute façon, il ne va rien me faire, donc je peux continuer. Puis au bout d'un moment, il arrête de hurler, on dit, tu vois, finalement, ça se passe bien. Non, c'est juste que peut-être il est furieux intérieurement ou en détresse totale. Il a vu que ça ne marchait pas. Voilà. Et qu'il n'a pas voulu aller jusqu'à la vraie morsure, et tant mieux. C'est plutôt un bon point, et malheureusement, il n'est pas récompensé de ça. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il y a un travail à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas juste de se dire « mon chien n'est pas manipulable, tant pis, je le force » ou « tant pis, je ne vais jamais chez le vétérinaire ». C'est juste que
je pense qu'il faut arriver à comprendre son chien et de savoir, je donne un exemple tout bête, Akiko, elle déteste être sur le dos. C'est vraiment un truc, voilà. On est contre la pensée de dire que c'est parce qu'elle est dominante et que, etc. Ok, on n'est pas là-dedans. Toujours est-il qu'à un moment donné, avec des bébés, le veto me dit, il faut la mettre sur le dos pour l'échographie. Moi, j'ai dit, non, je ne la mets pas sur le dos, ce n'est pas possible, elle déteste ça. Notre premier veto avait voulu la mettre sur le dos, donc elle a chopé les 4 pattes. Elle avait fait comme un cochon. Tu sais, elle avait chopé les 4 pattes comme ça, et puis pouf, elle l'avait retourné pour regarder une mamelle. Oh mon Dieu, mais ça l'avait traumatisée. Elle qui était plutôt sympa chez le veto, c'était devenu compliqué. Donc le problème aussi, c'est que quand on a un chiot, et je le dis à tous ceux qui vont avoir un chien primitif et en chiot, c'est maintenant qu'il faut le travailler, pas quand il y a un problème. Non, mais je suis d'accord, mais comme ce que je voulais te dire dès le départ, c'est que faut pas que, bon, on en reparlera des chiots, mais faut pas qu'ils aient des objectifs trop élevés. Au lieu de vouloir faire les 20 griffes, déjà si tu arrives à en faire une aujourd'hui. Mais ton objectif c'est 20 griffes. Oui, mais sur 20 griffes, tu peux les faire sur 20 jours, c'est pas grave. Tout à fait. Fais-en qu'une aujourd'hui. Mais complètement. C'est pas. C'est plutôt dans le process qui va pas. Les objectifs, c'est tous les mêmes. Il faut aller chez le veto, faire le vaccin, faut couper les griffes. Oui, d'accord, mais le process, il est différent. Ouais, exactement. Il faut vraiment Au lieu de le laisser tout seul, sans le travailler pendant 6 mois, et puis un beau jour, tu te dis, je vais te faire toutes les griffes, bah, tu en travailles une de temps en temps. Ou tu lui demandes, on parlera probablement du consentement dans une vidéo et tout ça. Je pense qu'on va aussi parler du consentement et de tout ce qui est manipulation, parce que ça ferait vraiment un épisode à part entière. Ouais. Sinon, je pense qu'on va faire 2 heures d'épisode. Ouais. Mais pour revenir au primitif, c'est aussi un des problèmes qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Non, mais du coup, pour résumer cette partie-là, c'est que les chiens primitifs, en général, sont assez rustiques et n'ont pas beaucoup de problèmes de santé. Voilà. Alors, justement, comme ça, je rebondis. Ne les emmenez pas chez le toiletteur. Je veux dire, en vrai, tous ceux qui ont un double manteau, là, double fourrure, donc sous-poil et sur-poil, et poils de couverture, n'allez pas chez le toiletteur, en fait. Je veux dire, vous prenez une brosse et vous le brossez vous-même. S'il n'aime pas ça, comme Akiko, un tapis de léchage avec du kiri ventousé au mur, et puis on essaie de le faire. Et puis, comme dit Abdel... On en parlera une fois du toiletteur, j'ai 2-3 trucs à dire aussi. Ouais, ok. Bon, on fera un épisode sur la manipulation et tout ça. Voilà, mais voilà, donc il y a plein de choses à mettre en place. De toute façon, ici, c'était plutôt pour présenter un peu ce qu'était un chien primitif. On va essayer après de détailler tout ce qui est éducation... consentement, manipulation dans d'autres épisodes vraiment dédiés, puisque sinon c'est comme les primitifs ont beaucoup de problèmes de comportement. On va faire un épisode de 10 heures. Donc voilà, je pense qu'il faut juste comprendre que c'est des chiens qui sont très proches de leur instinct, et c'est pas de les accepter en disant il est proche de son instinct, je vais le laisser vivre tout seul dehors. C'est pas du tout ce qu'on dit. C'est juste d'arriver à les amener à trouver un intérêt dans leur nouvel environnement, qui n'est pas forcément ce pourquoi ils ont été créés naturellement, je veux dire. Donc moi, j'ai des Shiba Inu à Paris, puis il y a des gens qui me disent « Ah, c'est honteux !» Ça, on en reparlera aussi, mais d'avoir un chien, j'ai fait un réel, si vous voulez aller voir sur le compte Insta, sur le fait d'avoir un chien à Paris, en ville. Bah oui, ma chienne, elle est très tournée vers l'extérieur, très tournée vers l'environnement et l'exploration. Finalement, Paris, elle trouve ça génial. Il y a énormément de pipis à renifler. Il y a énormément de chiens qui sont passés par là. Il y a des pigeons, il y a des rats, il y a plein de choses finalement qui se passent. Donc, c'est pas parce qu'ils vivent en ville qu'ils n'ont pas forcément ce pourquoi ils ont été créés, l'environnement enrichissant pour eux. Donc, il faut toujours essayer de trouver une possibilité. Quelqu'un qui avait un husky et qui allait tous les jours 3 heures de vélo, il allait dans les bois, et puis il faisait tirer son chien, même s'il pleuvait, même s'il faisait un temps exécrable. Il faut juste trouver de quoi les motiver et de quoi, évidemment, répondre à leurs besoins physiologiques et comportementaux. En gros, c'est ça. Après, on parlait du lien tout à l'heure, et on ne l'a pas dit, et je trouve ça super dommage, parce qu'on dit que c'est difficile, mais une fois qu'on l'a, honnêtement, c'est incroyable. Je veux dire. Pour moi, le lien vaut plus cher que... Enfin, comme il est plus dur à construire, t'as vraiment un côté satisfaisant quand... Et on est fiers, quoi. Il y a ce côté où on l'a mérité, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, vraiment, quand ton chien il revient, on te dit partout, genre le Shiba Inu n'a pas de rappel. Genre nous, on en a 3, les 3 reviennent parfaitement. Alors oui, on peut dire on est éducateur canin et c'est sûr. Mais ça veut juste dire que c'est possible. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ça veut dire que... Et puis, il faut les laisser aussi vachement être ce qu'ils sont. Nous, par exemple, on laisse beaucoup Akiko explorer. Donc, des fois, elle est très loin de nous, etc.
on l'a accepté, sinon il faut l'attacher. Je parlerai aussi, par exemple, je trouvais ça assez drôle, une amie qui a un Shiba Inu qui se roule dans des trucs dégueulasses tout le temps, quasiment tous les week-ends. Puis une fois, genre, elle disait rien, je dis, bah, tu l'empêches pas de le faire, parce qu'on va pas se mentir, c'est atroce quand même. Des fois, c'est des odeurs, c'est horrible. Et elle me dit, oh, ça lui fait plaisir, c'est son week-end, voilà. C'est super chouette, quoi. Alors, je dis pas que laissez vos chiens se rouler dans du caca, mais voilà, des fois, faut se dire, bah, ça, ils adorent. Ouais. Akiko, dans un sanglier, ça te dérange pas trop. C'était sanglant. C'est pas elle qui l'a tué du tout, mais elle s'est roulée dedans, c'était bof. Mais oui, pour moi, le fait que la relation, quand tu arrives à bien la construire, quand, je sais pas, Akiko a mis 1 an à venir nous faire un câlin d'elle-même. Le jour où elle est venue d'elle-même, j'ai pleuré. Et qu'elle est venue monter sur le canapé pour venir nous faire un câlin d'elle-même, franchement, c'était quelque chose, quoi. Vraiment, on était émus, on était super contents, on bougeait pas, on était là en mode bouge pas, tout. Donc, bon, voilà. Ouais, c'est ça. Franchement, je pense que finalement, c'est comme tout. Quand c'est difficile à avoir, une fois qu'on l'a, on est trop content et on est trop fiers. Ça a plus de... Il y a un côté satisfaisant, beaucoup plus satisfaisant que, je sais pas, moi, quand tu as un chien, je sais pas, il a de la drive ou il est centré sur l'humain, tu l'appelles, il revient, alors, un malinois, tu l'appelles, naturellement, il revient. Il revient, quoi, c'est un malinois, normal. Maintenant, quand tu as un Shiba et que tu l'appelles, paf, il tourne, paf, il arrive, banane, il est super content et tout. Content. C'est comme quand tu as un berger qui se pose de lui-même, tu es content. Parce que c'est pas normal. Il a appris le câlin. Voilà, donc je pense qu'on a essayé de faire le tour. On aurait encore énormément de choses à dire. C'est un peu freestyle. Ouais. On va essayer de faire un peu moins freestyle la prochaine fois. On commence. Oh, quand même, on a réussi à se gérer plus ou moins. Ouais, bon. Un peu. C'est parti en vrai quelquefois quand même. Un peu. Mais quand même, on a réussi à des fois à remonter un peu. Je pense que, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à nous les mettre en commentaire pour la semaine prochaine. La semaine prochaine ? Le mois prochain. Il y en aura un par mois dans un premier temps. On va essayer de faire un par mois. Oui, c'est vrai. Abdel, il est ambitieux. Non, parce qu'il y a aussi les vidéos YouTube, il y a aussi les réels, et puis il y a aussi nos cours d'éducation qu'on donne, les formations en ligne qui vont arriver. En tout cas, un par mois, c'est bien. Et on prendra les questions qu'on trouve intéressantes, qui reviennent souvent, le plus pour toute la communauté. Ouais, et puis on est quand même un petit podcast, on débute. Donc n'hésitez pas à noter, je sais que tout le monde le dit à la fin de chaque podcast, c'est hyper chiant. Mais genre, oui, mettez-nous 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast dans votre plateforme d'écoute. C'est tout bête, mais c'est que du coup, quand on va taper chien, sinon on a plein de notes positives, il va remonter un peu plus, quoi. Donc c'est une façon aussi de nous soutenir, etc. Donc c'est quand même chouette. Si on voit que ça plaît aussi, nous ça nous donne du feedback, ça nous donne envie de... Pourquoi pas en faire 2 par mois si jamais il y a de la demande. En tout cas, on va commencer par 1 par mois, c'est déjà vraiment bien. Et puis, j'ai mis dans Instagram, il y a les stories à la une, donc qui sont tout le temps visibles, et j'ai mis un autocollant, je crois que ça s'appelle, un truc, où vous pouvez nous donner des idées de prochains épisodes, donc de titres de prochains épisodes, je sais pas, le rappel, on en a parlé, les manipulations, on a parlé aussi de la protection de ressources, etc. J'ai eu pas mal de questions là-dessus. Donc, c'est vrai, on n'a pas parlé de la protection de ressources, il y en a quand même un peu. Énormément. C'est vrai, hein. Énormément. C'est vrai. Mais c'est... à la survie. En fait, c'est de l'agressivité. C'est-à-dire que... Bon, on en reparlera. Ouais. Mais c'est un des problèmes... C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hyper... On en oublie, hein. Ouais. Putain, il y en a beaucoup, en fait, hein. C'est des relous, ces chiens. Bon, bref, en tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. On essaiera de faire plus structuré peut-être la prochaine fois, de vous emmener... Ça va être dur, mais bon. Ouais, en tout cas. Voilà, on espère que ça vous a plu. Et puis, à bientôt sur les réseaux sociaux, parce que c'est là où on peut communiquer quand même plus facilement. Et puis, à bientôt pour le prochain épisode. À très vite. Ciao.